Les prochains speakers pour la prochaine session ainsi que le prochain animateur. Donc je propose à Monsieur Laurent Roy, Madame Vince, directrice du Conservatoire du Littoral, Philippe L'Enfant, professeur et chercheur à l'Université de Perpignan, et Pierre Rousseau, Senior Advisor for Sustainable Business, de venir se joindre à nous sur la scène de manière à ce qu'on aborde le deuxième aspect de ces engagements, qui sont les engagements côtes et océans, toujours complémentaires les uns avec les autres. Pierre, je te laisse gérer. Oui, je m'échappe. Tu veux qu'on a besoin, toi Merci. Est-ce que pour la conclusion, toi, tu m'as fait des petits mais Laurent, Rebonsoir. J'espère que, comme moi, vous avez chaud et que vous êtes fatigué pour garder encore un petit peu d'énergie, parce qu'on va enfin parler de ce qui est le plus important dans îles, côtes et continents, c'est la mer. Parce que sans mer, il n'y aurait pas d'îles, il n'y aurait pas de côtes et de continents. Donc on a le plaisir et la chance d'avoir avec nous Philippe L'Enfant, qui représente une belle université, qui est l'université de Perpignan, Agnès Vince, qui représente un bel établissement public, qui est le Conservatoire du Littoral, mon directeur général Laurent Roy, qui représente un bel établissement public. Alors j'ai hésité à dire un encore plus beau établissement public, mais je pense que Fabrice n'aurait pas été content, Agnès non plus, donc également un bel établissement public, et monsieur qui représente une belle banque. Donc je vais de suite rentrer dans le vif du sujet et passer la parole à mon camarade Philippe L'Enfant pour nous parler de certains des éléments, des engagements qui ont été identifiés dans l'ICO, et notamment ceux qui portent sur la formation. Donc Philippe, tu auras compris, tu as moins de temps que ce qui était prévu initialement. Et pourtant, je voulais absolument le mieux parler. possible. Non, depuis le début de cette soirée, on parle public-privé, on parle scientifique. Les scientifiques, leur mission maintenant, c'est de sortir un petit peu des laboratoires et de répondre en tout cas d'aider à répondre à des questions de société. Et donc il y a cet aspect recherche, mais il y a aussi cet aspect formation. Et il est important parce Pierre l'a rappelé, tout le monde l'a rappelé, il est temps d'agir. On le dit, ça fait une semaine qu'on le dit sérieusement, même si on l'avait déjà dit avant. Et pour agir, il faut bien connaître et surtout il faut être bien formé. Et donc là, l'idée, c'est d'agir concrètement en ayant une base de connaissances, à la fois théorique et pratique. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que sur l'aspect, c'est vrai, je vais faire un petit focus sur l'aspect restauration écologique. En à peine 10 ans, on a développé tous les aspects scientifiques autour de ces recherches. Et en parallèle, il y a eu tout un travail des acteurs économiques à développer une filière. Et donc là, on a tous les atouts pour pouvoir créer un cycle de formation. Donc on a réfléchi un petit peu à comment on pouvait organiser ça. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé à l'idée de créer un diplôme universitaire sur la restauration écologique. C'est un diplôme qui va être porté dans un premier temps par l'Université de Montpellier, parce qu'en un temps record, ils ont pu faire valider ça dans leur service. Grosso modo, en 2 mois, on a monté le projet, on l'a fait valider en juin, et donc ça veut dire une ouverture pour l'année prochaine. Et donc l'Université Perpignan sera associée à partir de la 2e année, puisqu'on va monter un DUI, un diplôme d'universitaire interuniversité. Donc voilà. On va avoir un public assez large, ça va aller des services de l'État, aux entreprises, aux bureaux d'études, jusqu'aux étudiants qui vont pouvoir se compléter leur formation universitaire avec ce diplôme d'université. J'arrête là. Super, merci. Rapide et concis. De la formation franco-française à la formation internationale, un des engagements effectivement identifiés au cours de ces 6 mois a porté sur la dimension internationale. Donc Agnès Vince, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en fait sur cet engagement-là?
Micro. Merci, d'accord, excusez-moi. Pour répondre aux motions qui ont été faites dans les jours qui précèdent, dans le cadre du congrès de l'UICN, et à savoir à la fois sur le rôle de la jeunesse dans la conservation de la nature, sur le rôle également des solutions axées sur le comportement, la manière dont on peut faire évoluer les comportements. Donc la jeunesse est au cœur du sujet. C'est la raison pour laquelle il y a un engagement qui est la mise en place d'un dispositif virtuel de formation internationale à, on pourrait dire, l'équilibre protection-développement, c'est-à-dire à une certaine gestion durable du littoral. Cet engagement va permettre à la fois au Conservatoire du littoral, en appui avec l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, de pouvoir répondre à une attente par une formation à distance très internationale sur ces enjeux qui mêlent différentes disciplines universitaires, les problématiques à la fois d'urbanisme, de planification, mais également les problématiques de protection. Et ainsi, nous pourrons avoir une collaboration avec des intervenants du monde professionnel au niveau international, mais également du monde scientifique, rejoignant ainsi, bien sûr, votre préoccupation de permettre aux scientifiques d'être tout simplement alliés et en alliance avec les actions des pouvoirs publics. De ce point de vue, nous sommes dans le prolongement d'un certain nombre d'actions déjà engagées et on s'en félicite. Voilà. Voilà donc cet engagement pris. Je vous remercie. Je profite de vous donner la parole, que vous avez la parole, pour vous la redonner et évoquer aussi les enjeux liés au changement climatique et aux 2 engagements qui ont été identifiés à ce titre. Oui, merci. Le Conservatoire du littoral, comme vous le savez, développe une action couplée entre l'action foncière, la protection par l'acquisition, la protection foncière qui est inaliénable et qui est couplée avec une gestion écologique qui a pour objectif de restaurer à la fois le fonctionnement des écosystèmes, mais également de donner un rôle aux espaces naturels dans l'aménagement des territoires. Donc, de ce point de vue, fort de l'expérience, le Conservatoire du littoral a lancé en 2015 un club des agences littorales d'Europe et de Méditerranée qui rassemble des organisations publiques et privées œuvrant pour la protection et la gestion des territoires littoraux sous un angle et avec un prisme écologique, par des démarches d'acquisition ou par la mise en œuvre de programmes de conservation, on en a parlé tout à l'heure, d'espaces naturels côtiers insulaires et de mise en valeur du patrimoine naturel. Face aux pressions liées aux changements globaux pesant sur le littoral, la réunion de ces acteurs au niveau européen et au niveau méditerranéen constitue une avancée dont je me félicite. Et donc l'engagement, c'est l'engagement animation du club des agences littorales d'Europe et de Méditerranée. Nous avons un deuxième engagement, pardonnez-moi, qui est plus, je veux dire, à l'échelle de notre territoire français, aussi bien métropolitain qu'outre-mer. C'est celui de pouvoir organiser un forum du Conservatoire du littoral réunissant la communauté professionnelle du Conservatoire, mais beaucoup plus largement celle de tous les acteurs avec lesquels nous œuvrons, donc à savoir bien sûr les agences de l'eau, mais plus largement également l'OFB, l'ONF, les différents services de l'État, les acteurs des collectivités, les ONG, et donc à partir de là, être un lieu virtuel, en séminaire virtuel, qui permette de capitaliser sur le thème suivant, rivage en mouvement, territoire d'adaptation. Voilà donc notre deuxième engagement, qui est en phase directe avec les motions IUCN, à savoir renforcer la résilience des espaces côtiers face au changement climatique à travers un certain nombre d'actions liant la planification et la protection des espaces naturels, et à l'autre motion, promouvoir des solutions intégrées pour faire face au changement climatique en se servant
de la restauration de la biodiversité. Voilà, deuxième engagement, donc 2 engagements pris à ce jour. Il faut applaudir. Merci Madame Vince. Il y a eu de nombreux travaux en fait sur le Mieux-Marin sur les questions de connaissance et de restauration écologique et ça nous a même beaucoup occupés dans la parole de nos travaux. Monsieur Laurent Roy, est-ce que vous pouvez évoquer avec nous, s'il vous plaît, les principaux éléments de conclusion de ces ateliers? Oui, l'agence de l'eau, donc l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, très centrée sur la Méditerranée, puisque notre périmètre d'intervention couvre tout le bassin versant français sur la Méditerranée. C'est un établissement public de l'État dont l'action vise au bon état des masses d'eau dans toutes leurs composantes, et notamment les masses d'eau marine, les masses d'eau littorales. Pour atteindre ainsi le bon état, on agit à la fois sur la lutte contre les pollutions, la réduction des pollutions, on agit sur la préservation des écosystèmes méditerranéens remarquables, on agit sur la restauration des écosystèmes dégradés. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut d'abord bien connaître. Il faut d'abord bien connaître pour pouvoir agir avec pertinence, bien connaître pour bien comprendre pour bien agir, et bien connaître pour bien évaluer. Donc c'est vraiment les trois composantes, l'accumulation et l'acquisition de données, la compréhension des phénomènes, l'évaluation de l'efficacité des actions entreprises. Et donc si on en vient aux engagements pris pour l'atteinte de ces objectifs, pour la meilleure atteinte de ces objectifs à la suite d'ICO, qui doit être avec un peu de chance le transparent suivant, s'il y a, sinon je peux le faire quand même. C'est le lancement d'un appel à projet sur les milieux sableux que nous porterons avec l'OFB, avec l'Office français de la biodiversité et la direction interrégionale de la mer Méditerranée, parce que ce sont des milieux qui sont moins bien connus que les milieux plus remarquables qui ont un peu eu tendance à attirer les projecteurs, donc les herbiers de Posidonie typiquement ou le coralligène, et pour autant ils ne sont pas dépourvus de valeur et d'intérêt écologique. Ces milieux sableux, ils servent d'habitat, ils servent de nourricerie, et puis ils sont aussi interfaces. Il y a des questions d'écotones, donc d'interface entre les milieux sableux et les milieux voisins, typiquement les herbiers de Posidonie par exemple, pour lesquels il est pertinent d'avoir ce type d'investigation. Ça nous donnera aussi d'ailleurs des éléments sur les possibilités éventuelles de restauration des herbiers. On sait que c'est un point délicat, sur lesquels on peut continuer à approfondir, et notamment la question de la place des sédiments dans la possibilité éventuelle de restaurer les herbiers. Donc ça, c'est le premier engagement, l'appel à projet sur les milieux sableux pour mieux connaître ces milieux un peu méconnus. Si on enchaîne, mieux connaître, comme je l'ai dit, c'est déterminant pour savoir comment agir, mais pour savoir si notre action a été pertinente et s'il faut ou pas la réorienter, l'efficacité des mesures de restauration écologique est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est d'autant plus essentiel que nous mobilisons de l'argent public, on mobilise des redevances, on mobilise des impôts. Donc il est absolument indispensable de savoir si l'argent public est bien utilisé. Donc, autre engagement, la production d'un guide technique sur l'efficacité des mesures de restauration écologique pour pouvoir justifier la pertinence de ce qu'on a fait et vérifier si effectivement ça marche, ce qui marche bien, ce qui marche éventuellement moins bien, et si nécessaire, réorienter l'action. Deuxième guide technique, c'est pas grave, j'essaye de me faire accélérer, mais ça ne marchera pas. Donc, deuxième guide technique sur l'état des connaissances en matière d'immersion d'épaves, d'immersion de navires. C'est une pratique dont on connaît à la fois l'intérêt potentiel, mais aussi les limites, les risques éventuels en termes de contamination notamment. Donc le but est de pouvoir présenter aux gestionnaires cette question complexe, préciser les attentes en matière de gain environnemental, préciser également les enjeux économiques, afin que ça puisse être utile aux acteurs du littoral sur ce qui est pertinent ou pas pertinent de faire en matière d'immersion de navires. Enfin, engagement suivant, c'était celui qui se présentait tout à l'heure. Alors je disais, l'agence, elle agit pour la connaissance, mais elle agit pour la connaissance pour l'action. Et une des actions qui est absolument déterminante pour nous, c'est la reconquête des petits fonds marins et notamment des nurseries côtières. Au cours des dernières décennies, on a considéré que l'équivalent de 191 nurseries avait été détruites dans les zones portuaires, donc c'est beaucoup. Heureusement, depuis environ 10 ans, tous les acteurs sont mobilisés pour restaurer ces fonctions de nurserie dans les zones portuaires, et on a environ 30% de ces fonctions de nurserie qui ont été restaurées actuellement, ce qui est bien, mais ce qui n'est que 30% de ce qui a été détruit.
Et donc notre volonté est de pouvoir capitaliser sur l'expérience acquise pendant cette décennie de restauration de ces fonctions nursery pour pouvoir amplifier encore l'action dans le cadre d'un plan de reconquête des fonctions de nursery qui sera accompagné par l'Agence de l'eau et qui mobilisera des aides financières de l'Agence de l'eau. Nous prévoyons d'y mobiliser un budget estimé à environ 3 millions d'euros pour un plan qui générerait un chiffre d'affaires de l'ordre d'un peu moins de 10 millions d'euros au total. Donc c'est une action qui se construit sur le présent, mais qui se construit sur tout ce qu'on a appris dans le cadre des ateliers d'ICO par l'échange d'expériences pour être encore plus efficace. Voilà. Merci. Merci, M. Roy, et nos excuses pour les petits quick techniques. On va passer la parole à M. Pierre Rousseau, qui va nous parler maintenant de finances durables, et ce qui permettra de terminer ce temps d'échange et de présentation des conclusions. Oui, bonsoir à tous. Cet après-midi, on a eu un atelier de travail qui rassemblait un petit peu des acteurs de la finance, c'est-à-dire des banques, la Société de Crédit Marseille, des acteurs de la gestion financière, des acteurs des non-profit organizations, pour essayer de savoir et de définir ce que c'est que finance durable. Alors d'abord, on a plutôt décidé que ce serait plutôt finance pour la durabilité, puisque leur rôle est plutôt plus humble et plus discret que celui que doit jouer la finance. Seulement, on est aussi arrivé à la conclusion que la finance qui produit un certain nombre de produits aujourd'hui ou de solutions financières va devoir évoluer vers des solutions futures. C'est-à-dire que l'existence de la finance actuelle, avec ses critères actuels, sa régulation actuelle, ne pourra pas subvenir à la transition qui doit être la transition écologique ou énergétique. Pourquoi? Parce qu'il va falloir financer des solutions nouvelles, des méthodes nouvelles, des modèles nouveaux qui vont requérir des moyens de financement nouveaux. Et les moyens de financement nouveaux, ils ont déjà été évoqués précédemment, c'est principalement la mixité, ce qu'on appelle la finance mixte entre le public et le privé. Et il va falloir accélérer cette utilisation de l'argent. C'est aussi la mixité qu'il va falloir avoir entre les différents instruments financiers qu'il faut utiliser, les sous-jacents d'actifs, entre le venture capital, le private equity, la dette, les différents types de dettes, la capacité à financer des grands projets, mais aussi la capacité à financer énormément de petits projets. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être de ta taille, il faut créer de la scalability, mais de l'autre côté, il faut être capable aussi d'intégrer les projets qui sont à une territorialité profonde, parce que la transformation écologique et la transformation énergétique, elle a lieu au niveau des territoires. Et c'est là qu'il faut pouvoir amener la finance au niveau des territoires. Ça suppose aussi un changement radical de la mesure de la nature. On a passé 50 années à considérer et à valoriser la nature à zéro. Donc il faut qu'on valorise la nature à sa valeur. Une valeur positive quand on crée, quand on génère du capture carbone, quand on fait de la biodiversité, mais aussi négative quand on la détruit. Et donc il va falloir introduire tout ça dans les systèmes financiers. Il faut travailler avec la science, il faut travailler avec les experts, il faut travailler en collaboration. On ne peut plus solutionner ces problèmes complexes tout seul. Donc on est obligé de travailler avec les acteurs publics, les acteurs de la société civile. On a commencé à faire un certain nombre de projets qui existent aujourd'hui. Je vais en citer un parmi d'autres parce qu'il y a des acteurs qui sont dans la salle. C'est le Global Fund pour Coral Reef, par exemple, qui était fait sous l'initiative de la Fondation Albert II de Monaco, notamment, qui est un principe où on est parti de projets de fondations ou de projets qui sont de NGO pour les incuber. Donc on a un travail d'incubation qui est financé par la philanthropie et qui est financé par le public pour pouvoir après les rendre viables, c'est-à-dire investissables, et après de pouvoir attirer des investisseurs privés pour pouvoir investir dans ces projets. Vous imaginez qu'il faut mettre une infrastructure, il faut harmoniser, mais il faut être capable aussi de développer des projets à la dimension locale. Et puis il faut le faire dans une taille énorme parce que le coût transactionnel pour pouvoir faire des objets comme cela sont très chers. Donc on utilise l'ONU, on utilise la capacité publique à lever des fonds via les Nations Unies, mais aussi de l'autre côté, on va aussi attirer des investisseurs publics qui ont un besoin aussi de
entrer et de financer la transformation écologique ou la transformation énergétique. Donc tous ces projets sont en train de se mettre en place. Il faut créer de nouveaux modèles, il faut créer de nouvelles solutions et non plus pousser des produits financiers qui mesurent une certaine ce qu'on appelle l'ESG aujourd'hui, ou une certaine mesure de la normalité. Moi, j'appelle ça aujourd'hui l'ESG, la normalité. C'est devenir normal, donc c'est-à-dire le point de départ pour créer le mot le plus important qui est l'impact. Donc on va associer la vision financière à une mesure d'impact. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu les conclusions auxquelles on arrive. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on se remette en question. Il n'est pas possible que le monde économique autour de nous se transforme et que la finance ne se transforme pas. Donc on va avoir un besoin de se transformer. Merci, M. Rousseau. Donc, dans ce cadre-là, sur l'exemple du Coral Reef Fund ou du Subnational Fund qui ont été mis, on est en train de mettre à l'étude un projet avec l'Union pour la Méditerranée d'une facilité similaire où il y aurait un incubateur de projets d'un côté financé par les publics et les philanthropes et de l'autre côté un appel de financement auprès des investisseurs privés. Un certain nombre de banques publiques et privées, dont BNP Paribas, ont déjà donné leur accord pour travailler sur le sujet. On se donne 3 mois pour pouvoir mettre le projet en route et on fait un appel à la mobilisation de tout acteur dans la région, travaillant dans la région, de montrer leur intérêt en étant soit originateur de projets, soit travaillant sur la biodiversité, travaillant sur l'énergie, puisque les financements des projets qu'on prévoit sont principalement de micro-infrastructures, donc en énergie renouvelable, en décarbonisation, traitement des déchets, mais aussi de ce qu'on appelle, et ce que l'UCN appelle les Nature-Based Solutions, c'est-à-dire des transformations d'utilisation de la nature pour développer des projets économiques. Merci, M. Rousseau.